Alors, ce matin, on a eu le premier atelier qui était quand même une mosaïque de plusieurs disciplines, que ce soit socio-économique, judiciaire et autres. Et l'après-midi, on va entamer plutôt une discussion liée à la prévention. Et ce matin, parmi les choses qu'on a retenues le plus, c'est de faire attention surtout aux sémantiques, faire attention aux mots qu'on va utiliser. Alors les sémantiques, ici, on parlera aujourd'hui de radicalisation, on parlera de prévention, on va parler de violence. Alors, si on a des experts aujourd'hui ici, c'est surtout pour nous expliquer un peu chaque mot, sa place exactement dans le contexte actuel. Surtout quand on va parler de radicalisation, la radicalisation, et à mon humble avis, c'est tout simplement un fin de processus. Un processus malheureusement qui finit par une radicalisation qui peut être religieuse. Malheureusement, ça peut finir dans les garderies, comme a dit tout à l'heure Mme Annie 500. Alors c'est juste un fin de processus. Alors si la ville de Montréal ou le gouvernement du Québec ou le gouvernement canadien a un travail à faire en prévention, ça doit être très proactif. Ça doit être quelque chose qui pourrait aller chercher les causes, ou plutôt les remèdes à ces causes de problèmes de radicalisation, que, à mon avis, sont juste une fin en soi. Alors, le premier intervenant aujourd'hui, on va commencer par le palier fédéral canadien, et on va parler un peu avec, plutôt on va laisser la parole à M. Hakim Bellal, le sergent Hakim Bellal, qui est un bac de baccalauréat, un en enseignement et un autre en sociologie, et que depuis 2012, le sergent Hakim Bellal est le coordonnateur du programme de prévention du terrorisme plutôt à la GRC et au Québec. Très actif en matière de formation et sensibilisation des policiers et des corps policiers, des gestionnaires aussi, des infrastructures policières et autres, pour le partenariat avec les différents groupes communautaires et institutions académiques. Il a représenté la GRC et le Canada partout dans le monde, expert en prévention et en matière de sécurité nationale. Il a reçu 2 distinctions par le service canadien de renseignement et de sécurité. Et bien évidemment, comme je l'ai expliqué tout à l'heure, il y a 2 baccalauréats, le premier en sociologie, le deuxième en enseignement. J'invite le sergent Bellal à faire sa présentation. Merci. Je vais aller juste mettre debout parce que j'ai une présentation PowerPoint. Je préfère dire que j'ai de l'expérience. On me met d'extra il a été mis sans mon consentement. Mais j'ai une certaine expérience au niveau des enquêtes puis la prévention. Je suis très content d'être ici aujourd'hui. Je remercie les bénévoles, mais certainement je remercie aussi l'audience ici parce que je vois que c'est un samedi, puis vous avez fait des sacrifices avec Eno pour balancer un petit peu la famille puis être présent ici. Mais je vois que la question vous tient aussi à cœur. Ce que je vais essayer de vous donner... Okay. Ce que je vais essayer de vous donner, c'est juste une approche au niveau des stratégies qu'on a ici au Canada. Et après ça, je vais essayer de vous montrer un petit peu un aperçu global de qu'est-ce qui se fait au niveau du Québec. Alors, avec mes partenaires ici, M. Do, commandant Do, au niveau de l'aspect légal, parce qu'on est membre aussi de la gestion, du comité de gestion SGPCT qui est au Québec. Mais avant tout, juste 2 clarifications. Moi, je représente une agence d'application de la loi. Mes collègues, le matin, ils ont abordé les académiciens, c'est au niveau de la recherche. Moi, ce que je vais essayer de vous donner, c'est un point de vue au niveau de la stratégie qui est en place et parler un petit peu, pas ouvertement des opérations, parce que vous allez comprendre, c'est au niveau de la sécurité nationale, il y a un cadre légal qui m'empêche de parler des enquêtes. Donc, soyez juste compréhensifs à ça. Et nous, il ne faut pas s'attendre à ce que je vais répondre à des questions qui touchent les enquêtes, juste avec tout le respect que je vous dois. Donc, ça, c'est la première des choses. La deuxième des choses, c'est au niveau des notions qu'on va utiliser. Nous, on ne parle pas de radicalisation, parce qu'au niveau de l'agence d'application de la loi, la radicalisation, ce n'est pas un crime. On va parler de radicalisation menant à la violence. Donc, vous allez voir, c'est qualificatif, c'est la violence qui nous intéresse, parce que la radicalisation, une fois qu'on utilise la violence, elle devient illégale. La deuxième des choses, c'est que quand on parle de sécurité nationale et de terrorisme, on oublie que c'est un crime comme les autres crimes. Seulement, c'est les motivations qui vont différer. Donc, au niveau du terrorisme, c'est les motivations qui vont différer. Et quand on parle de cet extrémisme violent, ce n'est pas juste de fondement religieux. On va aborder l'extrême droite, l'extrême gauche, même des groupes environnementaux à cause unique ou se basant sur
des questionnements qui leur tiennent à cœur, soit l'environnement ou autre. Donc, dès que ça passe de ce niveau-là, la liberté d'expression ou la liberté d'adhésion à un groupe, mais qu'on utilise la violence, ça devient criminel, nonobstant l'origine de ces gens-là. Donc, l'idéologie ou d'autres fondements, soit sociaux ou économiques ou politiques. Donc, ça c'est à ce niveau-là. La vision globale du Canada, ça c'est la stratégie. Donc, vous allez avoir, dès le début, il y a une stratégie canadienne. Le plus important ici, peut-être de mentionner, c'est que l'objectif principal, c'est de protéger les individus. On parle des intérêts et on parle aussi des infrastructures. On va voir tout à l'heure pourquoi on parle des infrastructures. Parce qu'on parle d'infrastructures essentielles, puis au Canada, on en a 10 qu'on a nommé, qui ont été déterminés par le ministère de la Sécurité publique. Comme, je donne un exemple, le transport, l'eau, le gouvernement, etc. Au niveau de cette stratégie-là, vous allez déjà voir qu'il y a 3, on parle des actions, empêcher, déceler et priver. Donc ça rentre dans une perspective qui est déjà proactive. Parce que la plupart des enquêtes de sécurité nationale, vous n'allez pas en entendre parler, ils ne vont pas être médiatisés. Pour une raison. Parce que le grand pourcentage de ces enquêtes, ils sont d'ordre proactif. Donc il ne va pas y avoir d'accusation, il ne va pas y avoir d'arrestation. Mais c'est le modèle qu'on privilégie. Donc, pourquoi? Parce qu'on n'a pas ce privilège d'être dans un modèle de réactif. Donc, on va donner une réponse à une action. On n'a pas ce privilège à cause de l'impact des actions terroristes ou d'autres actions de menaces de sécurité nationale sur le pays ou la population. Donc, dès le début, on va voir aussi que ce modèle-là, il se base sur un modèle qui est proactif. Sécurité nationale au Canada, le mandat, le gouvernement a déterminé que c'est la GRC qui a le mandat au niveau des enquêtes et de la prévention, tout ce qui touche à la sécurité nationale. Ça, c'est le gouvernement qui a décidé ainsi. Avant, la GRC, elle avait le mandat de faire les enquêtes, la prévention et le renseignement. Ceux qui se souviennent à peu près un petit peu avant, après les événements d'octobre, ce qui se passait ici au Québec, le FLQ dans les années 80, 1984, il y avait la commission McDonald. Cette commission-là, ça a été désigné par le gouvernement, puis ils ont décidé de séparer le renseignement des enquêtes. Donc, le renseignement, c'est le service canadien de renseignement de sécurité qui a le renseignement. Son objectif, c'est de collecter l'information de sécurité pour le renseignement. Pourquoi je vous donne cet aperçu-là? Je ne suis pas ici pour parler pour mes collègues du service, mais c'est très important de comprendre un petit peu le mandat de la police et le mandat du service canadien de renseignement. Eux, ils ne portent pas des accusations. Toutes les enquêtes criminelles sur la sécurité nationale, c'est le mandat de la GRC. Donc, il faut faire une distinction entre les deux organisations. Est-ce qu'ils se parlent? Est-ce qu'ils travaillent ensemble? La réponse est oui. Parce que toutes les équipes intégrées de sécurité nationale sont des équipes intégrées. Donc, il y a le service, il y a la GRC, il y a l'Agence des services frontaliers du Canada, il y a Poursuite Canada, et il y a d'autres corps de police qui vont se greffer à cette structure-là. À Montréal, on a le service, nos collègues du service de police de Montréal, on a la structure du Québec aussi, qui font partie de cette structure-là, ce qui m'amène à la prochaine slide de parler de la structure de gestion policière. Vous avez entendu parler un petit peu dans les médias, il y avait un grand article au niveau de la presse de cette structure-là. Cette structure, elle est unique au Canada, donc au niveau de la gestion qui est contre le terrorisme. C'est la seule structure qui existe à travers le Canada qui est formée de la GRC, le service de police de Montréal et la structure du Québec. Dans cette structure-là, il va venir se greffer. Admettons, on a un incident à Longueuil de nature de sécurité nationale, c'est la police de Longueuil qui vont s'intégrer à cette structure-là. Pour la simple raison, c'est les gens sur le terrain qui connaissent leur territoire, c'est la police qui sont les premiers répondants aussi à l'incident. Ce n'est pas les gens de la sécurité nationale qui vont répondre à l'incident. Eux, ils vont répondre, mais après, une fois que c'est déterminé de nature sécurité nationale, c'est la structure qui va se mettre en place et elle va commencer à travailler. L'objectif de cette structure-là, c'est que chaque corps de police, il y a une expertise. Et nous, qu'est-ce qu'on veut? On va utiliser et maximiser l'expertise et les ressources de chaque corps de police pour travailler dans les volets suivants. On a la réponse, les enquêtes, la communication, le renseignement
et la prévention. Donc, M. Dou, il est aussi membre au niveau de la composante de prévention. Ça, c'est au niveau de la gestion. Juste pour vous donner un petit peu un aperçu, qu'est-ce qui se fait ici au niveau du Québec? Le programme de prévention, on le voit, oui, il se base sur l'éducation des policiers, mais si vous allez regarder le deuxième point, c'est que la communauté, les agences non gouvernementales ont un rôle déterminant au niveau de la prévention. Le programme a commencé en 2006. Si vous vous souvenez, l'affaire de M. Arad, le dossier de M. Arad, puis la commission O'Connor, c'est en 2006 qu'il y a eu des recommandations, 23 recommandations ont été émises pour la GRC. Et parmi ces recommandations, c'est le rapprochement des enquêtes de la sécurité nationale et la communauté. On parle de la communauté en général. Inclus là-dedans le secteur privé, les leaders de la communauté soient religieuses et autres. Donc, c'est à partir de 2006. Mais en 2006, on parle beaucoup plus de la sensibilisation à la sécurité nationale. Il n'y avait pas ce volet d'intervention ou de prévention. Toutes les enquêtes étaient un petit peu beaucoup plus basées sur la répression. Les enquêtes de sécurité nationale étaient alignées sur la répression. Le phénomène a changé. On le voit maintenant de plus en plus que le phénomène du terrorisme a changé. On parle beaucoup plus d'acteurs solitaires. Je veux dire, les clients, nos clients à nous, puis on le voit, ils sont de plus en plus jeunes. C'est pour ça que la prévention est devenue comme essentielle et primordiale. Parce qu'on ne peut pas se permettre de voir des jeunes, je dirais même de l'âge de 15 ans, être impliqués dans de telles activités. Parler tout à l'heure de radicalisation, c'est ça la définition qu'on utilise. Nous, on s'occupe juste de la radicalisation à la violence. La radicalisation, pour nous, ce n'est pas un crime. Puis, je peux dire même que des fois, elle a ses effets positifs au niveau de la société. Quand on parle de radicalisation, c'est elle est utilisée dans le bon sens. Donc, on a des grandes personnalités aussi qui étaient des radicaux, puis ils ont changé le cours de l'histoire. Je donne juste un exemple de M. Luther King, puis autres. Puis aussi, quand on parle de terrorisme aussi, c'est un concept qui peut changer aussi. On a des leaders aussi connus sur la scène internationale qu'à un moment donné étaient appelés terroristes, mais après ça, ils ont eu le prix Nobel de la paix. Puis je pense que vous les connaissez. Je n'ai pas besoin de donner des exemples. Alors, c'est les gens qui ont été avant, mais après ça, ils faisaient la protection de ces gens-là. Donc, juste pour vous dire que le concept peut changer selon les décennies aussi. Prévention, on parle aussi d'intervention, mais là, on s'en va vers la courbe. Ce qui est intéressant, je vais vous montrer juste une vidéo. On parlait tout à l'heure de stéréotypes et tout, puis mon collègue Do, il va vous parler un petit peu au niveau du profilage racial. Juste pour vous donner un exemple d'un individu, quand on parle ici radicalisé à la violence, puis on va voir le résultat, ce gars-là, comment il ressemble. On va juste passer les techniciens, est-ce qu'on peut avoir le vidéo? Merci de m'appeler technicien. Ça fait longtemps qu'on ne me l'a pas dit. Ok. Et puis tu veux parler avant de la personne, s'il te plaît? Vous voyez cette personne-là? Juste, quand on parlait tout à l'heure des facteurs qui peuvent influencer un petit peu la radicalisation à la violence, vous avez certaines listes de facteurs, parce qu'il n'y a pas de profil type. Ça, c'est un cas véridique. Okay? Le gars, il est emprisonné à vie présentement. Okay? Regardez dans la liste, qu'est-ce qu'il y en a? Vous voyez un petit peu les facteurs de vulnérabilité? Ouais. Vous voyez le même gars de l'autre côté. Ce gars-là, maintenant, est emprisonné à vie. Il est devenu radical à la violence de quel côté? Vous êtes assis, je sais que vous n'allez pas tomber de vos chaises. L'extrême droite. Est-ce que c'est compatible déjà quand on parle de l'extrême droite, c'est quoi leur cheval de bataille? Il n'aime pas les immigrants. Les religions. Ouais. Regardez, où est-ce qu'il était, où est-ce qu'il est rendu. La religion n'a rien à voir là-dessus. C'est le contexte, c'est le groupe avec qui il est, c'est l'influence des médias sociaux quand on parle. Tout à l'heure, Dr Najib, il a bien parlé des médias sociaux. Moi, je vous le confirme
qu'un des facteurs radicalisateurs, c'est beaucoup plus les médias sociaux. Parce que les lieux de culte ne sont pas là. Ce n'est pas des éléments de radicalisation. Je m'excuse là. Cherchez ailleurs. Puis quand on parle aussi du contrôle des médias sociaux, ce n'est pas facile de contrôler. Je vous parle juste au niveau du Canada. Je ne parle pas d'autres pays. Parce que chaque pays, il va choisir sa politique. Au Canada, on a la Charte des droits. Et dans cette charte-là, c'est quoi? Un des principes fondamentaux, c'est le droit d'expression. Puis on l'a dit tout à l'heure, ce qui est illégal, c'est quand on est extrémiste, mais avec la violence. Donc, oui, c'est difficile de les contrôler. De plus en plus aussi, quand on a des forums ou des messages violents qui viennent de l'intérieur du Canada, c'est facile de les contrôler. Mais quand les sites sont hébergés ailleurs, avec des pays où le Canada n'a même pas de protocole d'échange d'informations, vous comprenez un petit peu la difficulté. Et M. Najib, je pense qu'il a abordé aussi quand il parle de réseaux sociaux, les stades qui vont passer, c'est les éléments-là. Quand on parle de forums, puis les forums avec des mots de passe codés et tout ce qui est outils de recrutement et de propagande, vous allez comprendre. J'ai eu la chance de représenter le Canada aux Nations Unies au niveau de on parlait de radicalisation digitale, puis les grands fournisseurs, Google, Facebook, oui, ils ont une responsabilité sociale, mais à part ça, à part de rediriger les discours et tout, nous, qu'est-ce qu'on a choisi au Canada, c'est que le message, j'utilise pas le mot que M. Najib a utilisé de contre-radicalisation et tout, nous on va utiliser un contre-narratif, nous on utilise beaucoup plus un narratif alternatif. Parce qu'on ne parle pas de déradicalisation. On n'utilise jamais l'expression déradicalisation. On va utiliser le mot désengagement, démobilisation. Donc, on va donner des options à ces gens-là pour s'en sortir. On ne veut pas que le gars il change d'idéologie ou de religion. C'est correct, on respecte ça. C'est la seule chose, n'utilise pas la violence. Voici d'autres moyens qui sont légalement et socialement acceptables. Donc, c'est ça qu'on veut leur montrer. On ne veut pas contrôler la pensée des gens. C'est insensé. Donc, on veut leur montrer les moyens qui sont légitimement et socialement acceptables. Donc, ça, c'est au niveau de quand on parle de messages alternatifs et tout. On veut que les messages viennent de la société et que le messager aussi, il vient de la communauté. Si nous, on va donner le message, ça va apparaître comme de la propagande, puis je vous le dis, elle est vouée à l'échec, l'initiative. Puis, ce n'est pas juste nous qui disons ça, c'est les experts puis les gens de la communauté aussi.